d'elle de ce matin d'être revenue. Donc cet après-midi, on va avoir une conférence, un panel et une activité participative. Donc l'après-midi va commencer avec une conférence euh, réalisé, si on peut dire ça comme ça, par Sébastien Girard, qui est conseiller en développement organisationnel chez Socodevi et aussi chargé de cours en entrepreneuriat collectif. Il est également candidat au doctorat en management à l'Université de Laval. Il souhaite étudier l'impact du cadre juridique sur l'évolution des modèles d'affaires des entreprises coopératives. Il est oui, il est titulaire d'un MBA en développement international et action humanitaire et aussi d'un baccalauréat en études internationales et langues modernes et d'un certificat en droit. Donc, il va nous parler d'une conférence dont le titre est l'économie sociale en contexte de développement international. Donc, je vous laisse la parole. Alors, bonjour à tous, merci. Je suis très content que vous soyez là. Je suis très content d'être ici. Je vais partir mon chronomètre. On ne voudrait pas être la personne qui fait dérailler l'ensemble du déroulement de la. Ouais, c'est ça, les gens en arrière sont comme merci. Là j'imagine que si on ne m'entend pas, si je ne suis pas dans la caméra, il y a quelqu'un qui va me faire un signe. Oui, juste pas trop bouger parce que là, moi, je vais essayer que la caméra vous suive, mais. Elle n'est pas automatique? Non, c'est ça, c'est moi qui dois la faire bouger. Dans l'heure des contracts. Parfait. Alors, puis là, j'utilise ça, j'imagine. Ouais, excellent. Alors, on va parler de l'économie sociale en contexte de développement international. Donc, deux éléments qui m'intéressent beaucoup. Pourquoi en parler? Bien, parce que, évidemment, en contexte de développement international, c'est un moyen quand même fortement intéressant de réduire la pauvreté, hein, de créer des activités génératrices de revenus auprès des populations qu'on cible. Évidemment, de pas toutes les populations, là, ça serait le sujet de ma prochaine conférence l'année prochaine quand on va en discuter, là, mais évidemment, du moins des populations, oui, défavorisées, mais qui sont dans une situation d'avoir des activités génératrices de revenus et d'amener ça, là, en bon français, là, le scale-up, d'amener ça à un deuxième niveau pour pas que ce soit simplement là, une famille qui produit des oignons dans son potager, mais bel et bien que ce soit des familles ensemble qui procèdent à de l'exportation d'oignons puis qui font des échanges commerciaux et ainsi augmenter, par exemple, leur niveau de revenu. Et c'est ce qu'on fait à Socodevi, hein, c'est la mission de la Société de coopération pour le développement international, donc l'acronyme Socodevi. C'est l'idée derrière ça, c'est justement d'utiliser la formule coopérative pour assurer un développement international de façon justement plus égalitaire, plus démocratique, qui tient en compte justement aussi les enjeux de genre et les enjeux environnementaux. Et moi, là-dedans, je suis un humble conseiller dans cette organisation-là qui travaille surtout avec l'aspect coopératif, justement, le développement organisationnel, c'est vraiment l'aspect, justement, comment on améliore les organisations, donc les coopératives sur le terrain, à devenir plus efficaces. Voilà, ça aura été les éléments importants. Plan de présentation, en 20 minutes, ça va être très simple. On va parler d'une petite définition pour placer les choses et ensuite, on va y aller là, des enjeux et comment on peut faire face à ces enjeux-là en contexte de développement international. Parce que vous êtes là pour entendre parler de développement international, j'espère. Sinon, dites-moi là, je vais aller ailleurs. Donc, il faut prendre un cadre de référence, il faut partir de quelque part pour parler d'économie sociale. Et on aurait pu prendre une foule de cadres de référence. Je prends celui québécois parce que, bon, premièrement, il est bien fait. Puis, on a le point commun de tous être au Québec présentement, mais on pourrait en prendre d'autres. Et c'est d'ailleurs un des premiers enjeux qu'on pourrait soulever. Donc, l'économie sociale, ou la deuxième partie de l'article 3 nous dit là, que c'est une entreprise d'économie sociale, c'est qui fait de la vente de biens et des services exploités conformément aux principes. Et là, vous allez me dire quels sont les principes. On les voit à la page suivante. Et ici, au Québec, on dit que c'est une coopérative, une mutuelle ou une association dotée de la personnalité juridique, en bon français, un OBNL, qui a le droit d'être considérée comme une entreprise d'économie sociale. Ce n'est pas partout la même chose. Là. Dans différents régimes juridiques, dans d'autres pays, le concept d'économie sociale est plus large. Des fois, on entend parler d'économie sociale et solidaire. Donc, c'est variable au contexte juridique. C'est variable aussi aux éléments là, qu'on retrouve dans les lois. Un exemple assez simple,
nous, on prend pour acquis qu'une coopérative, c'est très bien défini, une mutuelle également, puis une association, un OBNL, c'est très bien. Non, c'est moins bien défini, mais c'est défini quand même en droit québécois. En France, pour prendre un exemple comme celui-là, là, les sociétés commerciales, donc des sociétés anonymes là, avec un capital action, si ces entreprises-là se conforment aux critères de l'économie sociale, sont incluses dans la définition de ce que c'est l'économie sociale en France. Et donc, ça l'amène à une autre façon de penser. Puis là, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais avec tout ça, évidemment, là, il y a toutes les certifications, là, les B Corp de ce monde ou toute la nomenclature que je suis une entreprise sociale. Ce n'est pas une appellation enregistrée, protégée. Donc, moi, je peux décider de me partir une business, de vendre des souliers puis de donner 20 % de mes profits à une petite école en Afrique. Puis, tant mieux, là. Mais il n'y aura pas un cadre juridique qui va venir encadrer mon activité, comme le propose de le faire, entre autres, avec la loi de l'économie sociale. Il faut que je me dépêche parce que c'est ça que vous voulez voir. La définition, là, les critères, ils sont là. Il y en a 6. Je vais les prendre un par un pour ne pas trop perdre de temps et surtout pour vous donner des exemples concrets de comment on a des enjeux et des défis. Évidemment, la première réponse aux besoins des membres et de la collectivité. L'idée d'une entreprise qui est là pour répondre aux besoins des membres de la collectivité. Évidemment, là, est-ce que cette réponse-là est réelle à partir c'est une volonté des membres issue du terrain? Ou c'est bel et bien davantage une entreprise qu'on met en place, de la volonté de l'ONG qui va exécuter le projet en contexte de développement international ou du bailleur de fonds là, qui aime bien l'idée d'avoir une entreprise, on va le voir plus tard, là, qu'on ne peut pas partager les profits, on ne peut pas partager ou on peut le faire d'une façon encadrée. Bien plus pratique d'investir dans une entreprise dans laquelle on a une assurance juridique que ce ne sera pas un propriétaire qui va s'enrichir avec les activités économiques. À l'inverse, ça amène des problèmes, là. Un exemple concret, des exemples de pays, j'imagine. Au Liban, on étudiait des coops de femmes qui faisaient de la transformation alimentaire. Parfait, là, les bailleurs de fonds ont mis ça mur à mur, mais on se rend compte quand on les étudie un petit peu plus que c'est anecdotique, ce n'est pas réellement une activité génératrice de revenus et c'est un petit à côté que les femmes sont bien contentes d'avoir, mais que ça ne crée pas une réelle différence sur le niveau de revenus. Puis ça ne règle pas non plus les problèmes de sécurité alimentaire que le pays rencontre. Donc, il faut quand même mesurer qu'il y a une mobilisation réelle à partir de la base, puis les gens ont envie de s'impliquer dans ce type d'entreprise-là. Indépendance des pouvoirs publics, hein? Ce n'est pas une créature du gouvernement, c'est une entreprise indépendante, il va avoir son propre conseil d'administration, son propre règle de gouvernance, son assemblée, etc. La même chose ici aussi, là, dans plusieurs pays, on voit que pour organiser le territoire, mettons dans le domaine du cacao très présent entre autres au Ghana, en Côte d'Ivoire, en Libéria, ces pays-là, là, Ghana et Côte d'Ivoire, 70 % de la production mondiale provient de ces deux pays-là, ce qui en a du cacao. C'était donc bien pratique d'organiser un territoire avec des gens, des producteurs, en disant faites-vous des coopératives, ça va nous permettre de mieux réglementer, mieux organiser toute l'industrie et donc d'avoir des interlocuteurs à un niveau au-dessus que d'avoir des interlocuteurs individuels. Et là, dans ce cas-ci, on peut se poser la même question. Est-ce qu'il y a une réelle indépendance? Est-ce que c'est les pouvoirs publics qui gèrent l'entreprise ou c'est un réel désir là, des gens de la communauté de s'organiser sous forme d'entreprise? Même chose aussi, hein, gouvernance démocratique. Là, quelle est l'implication réelle des membres? Là? On est dans une logique où on va arriver, on va avoir un bailleur de fonds qui va amener des sous, qui va avoir des exigences de projet, on va avoir un ONG qui va sûrement organiser des activités. C'est le même défi. Comment on réconcilie la volonté d'une gouvernance démocratique, donc les membres qui prennent des décisions en prenant une élection en assemblée, en élisant le conseil d'administration qui va gérer l'entreprise, face aux prérogatives des bailleurs de fonds qui arrivent avec des sous ou des ONG qui exécutent les projets. Un bon petit défi ici, quand même, qu'il faut tenter de réconcilier. Puis on peut même se poser la question jusqu'où on a un niveau d'implication réel de l'ensemble des membres. Est-ce que c'est une poignée de gens qui ont quand même, on s'entend, là, on enseigne la coopération, on enseigne l'économie sociale à l'université. Donc, il faut quand même maîtriser des concepts de comptabilité, de finance, de gouvernance, de juridique, etc. Donc, comment on peut s'assurer que tous nos membres, si je reprends mon exemple de production de cacao, qui sont sur la réalité du terrain, s'approprient ces enjeux-là, c'est un autre défi. Ce n'est pas gagné au Québec, ce n'est pas gagné non plus dans les pays en voie de développement. Là, donc, il faut s'assurer de prendre ça en compte aussi. Quelle heure qui est là? Je m'emporte. Il faut que je garde le rythme. Je suis rendu à mi-chemin.
Ça va me permettre de souffler un peu à la fin. Autre élément aussi à tenir en compte, ça c'est intéressant, c'est ça que je disais au début. Distribution de surplus interdit, du moins en contexte québécois, dans plusieurs pays aussi, il faut quand même garder ce principe-là. Et ou au prorata des opérations effectuées par les membres. Hein. Donc, plus j'ai fait des opérations avec ma coopérative, par exemple, plus j'ai le droit à un retour sur mes services utilisés. Donc, ce n'est pas proportionnel à mon capital investi, mais bel et bien proportionnel aux services que j'utilise au sein de ma coopérative. Et là, on peut se poser la question, est-ce qu'on doit redistribuer des surplus? Est-ce que, par exemple, dans un projet de développement international, on a des sous qui proviennent du Canada, on appuie via une organisation partenaire, Socodévi, des coopératives de transformation de café au Honduras. Là, vous posez la question, la coopérative de café, elle a fait une bonne année, elle a de l'argent. Est-ce qu'elle redonne des ristournes aux membres? Donc, on enrichit les producteurs ou on garde cet argent-là au sein de la coopérative parce qu'une partie provient de l'appui toujours bien d'un gouvernement, d'un bailleur de fonds. Et on le réinvestit dans le développement futur de la coopérative. Et ça, c'est des vrais défis qu'on peut se poser au quotidien. Là. Ça fait une différence de recevoir une ristourne pour un membre qui produit du café puis il vend le fruit de sa production. À l'inverse, ça fait une différence aussi de garder cet argent-là dans la coopérative et de s'assurer de réinvestir ça, par exemple, pour des équipements plus productifs, plus efficaces, qui brisent moins le grain de café, qui s'assurent d'une meilleure qualité, donc qui va permettre une meilleure vente sur les marchés internationaux. Donc, et si on décide de ne pas retourner en argent sonnant, est-ce qu'on le retourne avec des formations, avec de l'investissement dans les productions? Est-ce qu'on le retourne avec des nouvelles techniques? Au Honduras, il y a un enjeu, par exemple, qu'on rencontre beaucoup, c'est que les producteurs de café, et vous comprendrez qu'on ne peut pas leur en vouloir de faire ça, sont membres des fois de plusieurs coopératives ou des fois, ils sont membres d'une coopérative, mais ils ne vendent pas directement l'entièreté de leur production à la coopérative. Qu'est-ce que ça fait? La coopérative, elle n'a pas les volumes requis pour être performante parce que le café, là, tout est une question de volume. Donc, elle n'a pas les volumes requis pour vendre des gros lots, pour rentabiliser ses équipements. C'est beaucoup d'équipements transformer du café. Et donc, de l'autre côté, on ne peut pas en vouloir aux producteurs de diversifier ses sources de vente. Hein. Si ma coopérative ne peut pas m'acheter toute ma production, je vais peut-être vendre à un autre. Puis il y a peut-être un acheteur qui est venu me voir en milieu de l'année pour me donner un prêt sur ma production que je vais devoir repayer en café parce que j'en avais besoin pour payer des fournitures scolaires à mes enfants. Donc, il y a toute cette dynamique-là. Et ironiquement, une des bonnes pratiques pour s'assurer de la fidélité des membres dans une coopérative, c'est de verser des ristournes. Et là, vous allez me dire, parfait, on donne des ristournes, exactement, mais pendant ce temps-là, la coopérative continue à fonctionner avec le minimum de ressources financières pour assurer la transformation et la mise en marché. Donc, des bons dilemmes qu'il faut, pas la solution à ce problème-là. Là. On a des outils pour tenter d'évaluer au cas par cas, mais si on avait la recette magique, là, ça irait vraiment bien dans le commerce du café coopératif. Donc, ça, c'est des enjeux qu'on rencontre également aussi. Viabilité économique. Oui, ça, c'est un autre enjeu aussi. Il y a un principe où dans l'économie sociale, on aspire à la viabilité économique. Ça ne dit pas d'être rentable et d'être viable économiquement à la journée 1. Ça peut être, c'est le cas au Québec aussi, là, des entreprises d'économie sociale qui dépendent de l'appui du gouvernement pour une foule d'activités. Pensons à la réinsertion sociale, par exemple, ou les CPE. Mais l'idée derrière ça, c'est d'atteindre une viabilité économique. Bien, comment on s'assure d'atteindre cette viabilité économique-là quand le projet est supporté dès le début, où il est des fois même créé par l'impulsion financière d'un ONG via des sous d'un bailleur de fonds? Ça, c'est quand même on vient amener une certaine distorsion à la réalité économique ou financière d'une entreprise qui, théoriquement, une entreprise, c'est assez simple, revenus moins dépenses, on espère que ça soit au-dessus de zéro. Donc, il y a des enjeux ici aussi également. Un exemple là, qui est quand même que j'ai connu quand j'étais dans une autre organisation où on faisait de la microfinance, c'était de planifier dès le début, dans le modèle d'affaires de l'entreprise, la sortie du bailleur de fonds en disant, bien, excellent, on va tout faire en place pour que dès l'année 1, on sait qu'en bout de piste, on va être capable de payer l'entièreté des salaires sans la présence du bailleur de fonds. Vous allez me dire, ça va de soi, là, mais de le planifier, c'est une chose. De s'assurer que ça soit réaliste en bout d'un projet, par exemple, de 5 ans, c'est ça le réel défi, là, d'atteindre cette rentabilité-là pour ne plus dépendre d'un bailleur de fonds.
Dernier élément, puis c'est un peu ce que je viens de dire, le dernier élément qui est une condition obligatoire là, pour être une entreprise d'économie sociale, c'est le partage du reliquat. Donc, si jamais tu es en contexte de liquidation puis il reste une valeur à la personne morale, bien, il est interdit. Donc, on ne peut pas se le partager. On ne peut pas dire, ben, nous, on est les derniers membres de la coopérative X, on ferme ça, on va séparer ça à la gang, puis on va tout le monde aller s'acheter une nouvelle moto. Donc, l'idée derrière ça, c'est que par la loi, c'est interdit. Ça, c'est drôlement pratique pour un partenaire financier, justement, parce qu'une fois que l'exécutant quitte, ben, théoriquement, les sous qui sont transférés à l'entreprise ou qui ont été transférés à l'entreprise au fil du temps devraient rester un patrimoine collectif. Ça devrait rester un bien qui est pour l'usage de la coopérative de l'ensemble des membres. Ceci dit, ben, effectivement, comment on s'assure qu'une fois qu'on a dit ça sur papier, là, parce que ça, c'est bien beau de le dire, là, mais on s'entend que quand tu es dans un petit village dans le nord du Guatemala où autour de toi, c'est la jungle, ben, comment tu t'assures qu'il n'y a pas des gens qui s'approprient de façon légale ou illégale, là, d'ailleurs, qui gardent les clés du camion que tu as transféré, puis ils disent non, c'est moi qui roule avec. Est-ce que ça aussi, ça existe malheureusement? Ben, pour s'assurer justement là, que les activités économiques, les biens transférés poursuivent dans le temps. Ben, nous, dans ce cas-ci, c'est tous ces défis-là, ce qu'on a en place là, pour les régler. Je vais juste donner un peu, je ne donnerai pas l'ensemble de la méthodologie qu'on met en place, mais pour faire ça, face à ça, ce qu'on fait justement, c'est qu'on en prend en compte, je l'ai déjà dit un peu plus tôt, on prend en compte tous ces enjeux-là, puis on les prévoit dès le début de projet dans une méthodologie de transfert et de formation des gens. On n'a pas 100% de taux de réussite, là. On ne se le cachera pas qu'il y a tout le temps des enjeux qui émergent, comme dans n'importe quel projet, comme dans n'importe quelle entreprise qu'on accompagne, il y a des enjeux qui en sortent. Mais le fait d'en être conscient, le fait qu'on puisse les nommer, qu'on puisse donner des situations, qu'on ait des exemples, bien, ça nous permet de développer des cadres méthodologiques, des outils de suivi, des outils de transfert de connaissances, de former les gens, et là, pas juste former, par exemple, le directeur de la coopérative, mais le conseil d'administration, la relève de la coopérative, la relève du président du conseil d'administration, les jeunes qui sont autour, les femmes qui sont également membres de cette coopérative-là, afin justement, là, par exemple, de répartir le pouvoir puis de s'assurer qu'il n'y ait pas des enjeux qu'on vient de rencontrer. Là, on me fait un signe, je serais rendu à ma conclusion, hein, c'est ça. Je regarde, pas que je regarde mes textos. Ah, il me reste encore un peu de temps. Parfait. Excellent. Bien, vous en êtes rendu compte, puis ça, vous devez le voir dans vos études plus que moi, là. Dans le contexte de développement international, tout est plus complexe, hein. On vit dans un milieu où il y a de l'adversité, il y a des crises, il y a de l'incertitude. Faire du commerce au Honduras, où ce qui paraît à peu près l'indice le business rating, l'indice de faisabilité des affaires, là, par exemple, je ne dis pas le bon terme, là, mais vous comprenez mon idée, est à peu près, c'est le 170e pays sur à peu près 200. Là, donc, c'est drôlement plus complexe que d'en faire ici au Québec, au Canada ou ailleurs en Europe. Et donc, il faut garder en tête ces enjeux-là là, de complexité tout au long, pas de prendre notre référentiel qu'on a pour le transférer ici. Ceci dit, la conclusion positive face à ça, c'est qu'on le voit, là, néanmoins, une fois qu'on a pris en compte cette complexité-là, une fois qu'on a mis des moyens pour les mitiger, une fois qu'on a mis en place des solutions pour éviter justement là, ces différents risques-là associés à la réalité d'une entreprise d'économie sociale, bien, ça peut être réellement un générateur d'impact positif. Là. Ça peut réellement faire un changement sur la qualité de vie des gens parce que, justement, là, c'est l'exemple hein, que je parlais des oignons d'entrée de jeu, là, mais on le voit, on avait un projet, là, c'était typiquement ça, là, c'est qu'on invite les gens à se mutualiser, à mettre en commun des efforts, par exemple, en Bolivie, où on a invité les gens sur une base volontaire de se mettre à cultiver de l'origan.
Le projet avait ciblé les meilleurs types de cultivars d'origan, donc des meilleures pousses adaptées à la réalité de la Bolivie. Ça l'a permis de mettre en place une usine, donc de justifier des volumes pour transformer, sécher l'origan et vendre donc de l'origan de qualité sur des marchés internationaux. Ça s'exporte vraiment bien, de l'origan, ça ne pèse rien. Et donc, un peu partout, entre autres en Europe, en Allemagne et en Espagne, entre autres, et d'assurer justement là, de passer... d'une partie qui vont rester de la culture de subsistance, par exemple, en Bolivie, mais d'avoir une partie, justement, de sa production qui est convertie en culture de rente, qui permet d'avoir une meilleure source de revenus et s'assurer d'améliorer la qualité de vie de ces gens-là. Un point tel que dans ce projet-là, c'est ça qui est intéressant, au début, on invitait les gens sur une base volontaire de prendre un dixième de leur parcelle, si je me souviens bien, pour mettre de la culture d'origan. Maintenant, il y en a qui ont dit non, moi, j'augmente à 20, 30, 40 parce que ça vaut la peine, c'est rentable. Je garde mes activités vivrières quand même pour m'assurer justement parce que s'il y a une chose que les agriculteurs apprennent rapidement, c'est de diversifier soit tes sources de revenus, soit tes types de production pour ne pas dépendre d'une seule chose et pour s'assurer justement d'avoir un complément de revenus. C'est que ça peut permettre d'amener ça réellement. Il suffit juste de bien en prendre en compte. Et ça sera ça, mes 20 minutes, top chrono, j'en dis pas plus. Le reste, c'est seulement par le biais de questions que je vais répondre. Voilà. Merci. Je me suis vraiment dépêché. J'espère que vous allez avoir des questions, là, sinon je vais être déçu. Là. Je peux dire, on peut échanger. Moi, je parle à lui, puis ça, c'est les personnes qui prennent le micro. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous avez dit beaucoup de choses. J'aimerais remercier. Oui. D'abord, moi, je ne suis pas du tout en développement. Je suis en philosophie politique et donc j'ai des questions rattachées à mon champ disciplinaire, c'est sûr, mais plutôt rattachées à des questions d'éthique de la gouvernance, d'éthique publique et même d'éthique organisationnelle. Sur le point 5. Donc, vous avez parlé de la viabilité économique. Et la question que vous posiez, je la rappelle brièvement, c'est comment atteindre une viabilité dans le cadre d'un projet qui est appuyé par des donateurs. Et dans un contexte de développement international, où c'est une des grosses organisations à différents volets, avec des acteurs complexes, notamment des acteurs para-étatiques qui sont parfois impliqués, des acteurs aussi issus du milieu privé de multinationales, entre autres. Ça devient hautement complexe de déterminer, en fait, de voir, en fait, une gouvernance transparente dans le cadre de ce type de projet-là. Bon. Ceci dit, je me demandais s'il a été envisagé d'instaurer des lois au niveau des États ou des lois même dans un contexte transnational, par exemple au niveau du droit international, à voir. Donc, est-ce qu'il a été envisagé d'instaurer des lois pour veiller à se prémunir de toute forme possible de corruption institutionnelle? On ne parle pas d'acteurs nécessairement corrompus, mais bien d'une chaîne d'acteurs qui en eux-mêmes favorisent des biens indus à différents acteurs impliqués en présence. Et plus encore, une deuxième question qui est sous-tendue. Est-ce qu'on peut penser réellement, de façon empirique, des mécanismes de contrôle clairs pour empêcher ce type de corruption institutionnelle-là dans un contexte d'investissement privé à des organismes de développement international? Donc, c'est une bonne question. Là. Donc, je m'arrête ici. Parfait. Y a-t-il d'autres gens qui veulent poser des questions? Juste savoir si je réponds de façon brièvement ou plus longue. Non. Il y avait deux questions là-dedans. Je vais parler ici. Premièrement, justement, un contexte transnational, là, empêcher la corruption, là, c'est comme un peu dire, parce que je mets une loi, il n'y a plus de corruption. Il me semble que c'est le principe même de la corruption qui est d'un peu de détourner ou d'y aller à contresens de la loi. Ça fait la solution n'est pas là. Évidemment, les organisations, les partenaires exécuteurs, là, les ONG au Canada, nous, on est tenus d'avoir des ententes là, contre la corruption. C'est que moi, personnellement, là, mon organisation signe des ententes contre la corruption. J'en signe également. Là, chaque année, moi, j'ai 2 ententes à re-signer pour éviter ça. Maintenant, le vrai défi là-dedans, là, si je prends la question puis je la détourne un peu, c'est qu'on fait justement, puis peut-être vous allez en parler, qu'on fait venir d'autres types de partenaires institutionnels ou d'autres types de partenaires externes au monde du développement international, par exemple des partenaires privés, ce qui est on peut être pour, on peut être contre, ça reste que c'est quand même ultimement une source d'argent qui vient investir dans des projets. En Côte d'Ivoire, on a un projet où on a des grands acheteurs cacaoyers, là, donc qui achètent pour faire du chocolat, des grandes quantités.
il appuie un projet avec nous à hauteur de 3 millions de dollars sur 5 ans. C'est beaucoup de sous pour, somme toute, pour avoir des impacts. Et là, le vrai défi, c'est justement, c'est comment on vient paramétrer cet argent-là pour éviter que ça devienne du clientélisme. Là, je m'explique. Là, exemple, dans le projet, c'est anecdotique, mais ça exprime bien l'idée. On va mettre en place des pépinières pour nous assurer qu'il y ait une plus grande couverture d'arbres d'ombrage, assurer de la biodiversité, mais aussi assurer la productivité des plantations de cacao. Du cacao, ça ne pousse pas bien à plein soleil, là. Donc, on met ça en place. Et là, la question un peu naïve des grandes institutions, c'est de dire « Ah, excellent! Est-ce qu'on va avoir chacune une pépinière dans chacun de nos territoires? » Parce qu'on aimerait ça que ce soit, en guillemets, nos membres qui aient le fruit de nos investissements, nos membres ou nos producteurs, mais ce n'est pas leurs producteurs, là, c'est ceux à qui ils achètent du stock. Donc, il y a tout le temps un peu, là, nous autres, on est comme, attends un petit peu, il faut assurer une certaine justification, on va essayer de distribuer ça, puis là, il faudrait faire des alliances et tout ça pour s'assurer d'avoir le maximum d'impact. C'est un exemple qu'il faut effectivement baliser, mettre des cadres, s'assurer de trouver une situation mitoyenne dans les réalités. On veut qu'il y ait des pépinières. Leur argent est intéressant pour acheter ces pépinières-là. De l'autre côté, on ne veut pas non plus que ça devienne du clientélisme pur, là. Ça, c'est le piège. Ça, c'était peut-être le premier élément de réponse que je peux donner pour pas trop... Puis là, il y avait une deuxième question qui était sur tout ce qui était... Rappelez-moi la deuxième question. J'aimerais savoir comment penser maintenant ces mécanismes de contrôle-là? Est-ce que ça doit venir d'une approche centriste ou d'une approche globale? Ah, ouais. OK, bien, je réponds de court à ça. Effectivement, l'approche globale serait sûrement très intéressante, mais dans la pratique, on ne la voit pas arriver. Si on veut qu'un jour ça finisse par arriver, présentement, le seul moyen, c'est de l'autorégulation, c'est-à-dire, nous, on va se comporter de telle façon avec un haut standard de qualité, en respectant les lois, en respectant le cadre, pour nous assurer que justement, là, qu'on soit des vecteurs de changement. Mais présentement, là, il n'y a pas, on ne le sent pas, malheureusement, sur place. Oui. Merci. En fait, je voulais savoir un peu, en quelques lignes là, quels sont les success stories de la pérennité de certains de vos projets de coopératives? Est-ce que cela l'a été après 5 ans, 10 ans? Et sinon, quelles leçons avez-vous pris en termes de partenariat, etc.? Oui, c'est un excellent point, là. Premièrement, ça ne se compte pas en 5 ans ni 10 ans. Là, ça va se compter en 30 ans, là, les vrais success stories, parce que dans la vie d'une organisation entrepreneuriale, là, après 5 ans, au moment où on fait l'évaluation, c'est quand même court dans la vie d'une entreprise pour dire est-ce qu'elle est vraiment solide au moment où on fait l'évaluation. Ceux qu'on est les plus fiers, c'est quand on voit qu'ils sont pérennes 5 ans, 10 ans, 15 ans après que l'intervention du projet ou de l'appui qu'on a donné a terminé puis qui continue à avoir l'impact que ces coopératives-là ont dans leur milieu. Un projet qui me vient en tête, c'est quand même intéressant, c'est que justement, je disais le nord du Guatemala, ce n'est pas anodin. Là, il y a un regroupement de coopératives qu'on a appuyé là-bas. On appuie toujours, mais que c'est parti très simple là, de la gestion forestière. Puis maintenant, ils ont diversifié une foule d'activités ou ce qui est café, production de thé, gestion de l'eau forestière, transformation forestière. Puis ça permet là, réellement d'augmenter le niveau de vie de populations indigènes au Guatemala qui sont franchement là, isolées. Il faut connaître la géographie du Guatemala pour voir qu'il y a une partie, là, c'est vraiment, là, vous pensez aux ruines Maya, là, autour, vous voyez de la jungle, c'est dans ça c'est dans ce milieu-là que les gens vivent. Puis ça l'amène quand même un haut niveau de vie. Puis ça, on voit les impacts. Là, c'est assez simple à documenter par le niveau d'activité économique que les coopératives sont capables de générer sur ce point-là. Un exemple super concret, là, il y a une production de thé, que c'est seulement cette coopérative-là, c'est du thé de Chiripeco qui se produit dans ce coin-là et qui permet justement là, à des gens de diversifier leurs revenus. Simplement parce que la coopérative, elle a étudié une opportunité, elle a vu ça, elle a fait la même chose avec la cardamone, elle a fait la même chose avec d'autres types de production pour assurer un niveau de vie. C'est sur le long terme qu'on peut voir, et c'est là le défi, là, c'est d'essayer de mettre les bonnes conditions de succès pour espérer qu'une fois qu'on soit parti, que ça perdure dans le temps.
la deuxième partie. Oui. Est-ce que voulez-vous dire quelles sont les leçons qu'on en tire, en fait? Bien, les leçons qu'on en tire, il fallait écouter la présentation. C'est ça qu'on essaie de résumer en disant, bien, ça, c'est les défis, comment une fois qu'on en est pris conscience. Quand je parlais du partenariat, en fait, c'est parce que je pensais il y a l'Agence américaine de développement international, l'USAID, qui pensait, par exemple, que pour ce genre de projet, ce qui pourrait aussi faciliter, par exemple, leur pérennité, c'est de pouvoir faciliter les partenariats entre, évidemment, les coopératives, les projets avec des partenaires privés, parce que les partenaires privés pour l'USAID, qui sont dans certaines zones, le sont pour plus longtemps, peut-être plus de 30 ans. Donc, quand je posais cette question, c'est pour voir un peu, est-ce qu'il y a aussi cette réflexion, est-ce que, sinon les cas ne sont pas peut-être les mêmes, je ne sais pas. Ben, ouais. Définitivement, ça, ce n'est pas une question qui se répond en 30 secondes. La question, justement, est de l'impact du privé. Je peux comprendre l'idée il y a une tendance en développement international qui dit, bien, justement, là, c'est intéressant d'avoir des sous du privé parce que ça l'assure, comme vous le dites, justement, une stabilité à long terme. L'argent étatique des gouvernements, des pays développés ne sera jamais assez suffisant pour assurer un niveau de développement requis comme il se doit pour appuyer un impact. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des partenaires privés. Maintenant, le vrai débat, c'est est-ce que c'est un critère de succès quand, par exemple, je reprends ma coopérative de transformation de café au Honduras, exporte sur les marchés via un partenaire privé. Certains pourront dire oui. Maintenant, ça, c'est parce qu'on le regarde sous la lunette du développement économique. Maintenant, si on transfère la lunette et on se pose la question, est-ce que le fait qu'on exporte autant d'une monoculture sur des marchés internationaux via du transport qui est somme toute polluant est une condition de succès? Il faut choisir son cadre de référence pour faire l'analyse de tout ça. Ceci dit, nous, la solution à Socodévi, là, on a coupé la poire en deux. On dit on va exporter du café sur les marchés internationaux, mais on va compenser nos émissions de carbone. Ça fait qu'on essaie de ménager la chèvre et le chou dans cette discussion-là pour éviter que les impacts négatifs de cette voie-là empruntée. Mais nous, on loge clairement du côté du développement économique là-dessus, de la génération de revenus. Oui, hein? Okay. Oui, je suis désolée, on va devoir mettre fin à cette conférence qui était très enrichissante. Pardon. Et du coup, merci beaucoup pour votre présence et votre participation, Sébastien. Oui, on peut évidemment applaudir. Merci beaucoup.